Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans la Nouvelle-Orléans du 19e siècle, à la rencontre de Delphine Lalaurie. Cette grande dame du monde, vivant depuis sa plus tendre enfance dans l'opulence, arbore une parfaite image de maîtresse de maison. Cependant, on va découvrir que derrière les dîners fastueux, la grande dame se permettait les plus macabres horreurs à l'abri des regards. C'est parti. En mars 1787, la petite Marie Delphine McCarthy voit le jour à la Nouvelle-Orléans. Elle est la fille de Louis Barthélemy McCarthy, responsable des armées d'origine irlandaise, et de Marie-Jeanne l'Érable, une ancienne esclave affranchie. Ses parents sont bien placés dans la haute société de la Nouvelle-Orléans, et elle grandit dans un milieu privilégié avec ses 4 frères et sœurs. La famille fait fortune grâce à leur banque, leur plantation de coton et de canne à sucre, et fait moins reluisant grâce à la piraterie et à la traite d'esclaves. De 1763 à 1801, la Nouvelle-Orléans et une majorité de la Louisiane est sous contrôle espagnol. En 1800, âgée d'à peine 13 ans, elle épouse donc Don Ramón de López y Angulo, un officier de haut rang dans l'armée espagnole. Lors d'un voyage de couple dans les territoires espagnols, Don Ramón tombe malade et décède de cause inconnue à La Havane, laissant Delphine, veuve avec leur fille, Marie Borgia Delphine, encore bébé. 8 ans plus tard, elle se remarie avec Jean Blanc, un banquier, avocat et marchand d'esclaves, avec qui elle aura 4 enfants de plus, Marie-Louis-Pauline, Marie-Louis-Jeanne, Marie-Louise-Laure et Pierre Paulin. Mais ce mari aussi meurt de cause inconnue et Delphine est veuve à nouveau en 1816. Son 3e et dernier mariage aura lieu en 1825 avec le docteur Léonard Louis Nicolas Lalaurie. Avec son mari, ils achètent une petite propriété au cœur du quartier français de la Nouvelle-Orléans, très huppé. Après de nombreux travaux, la maison devient un somptueux manoir s'élevant sur 3 étages et désormais la plus grande du quartier. C'est Delphine qui gère la maison, mais aussi les affaires de la famille d'une main de maître. Elle devient une des femmes les plus influentes de la haute société de la Nouvelle-Orléans. Elle organise de prestigieux banquets et y être invitée est un véritable honneur. La maison était d'un luxe rare pour l'époque, ses filles portaient les plus belles toilettes et les manières et le raffinement de Delphine étaient remarqués. Malheureusement, cette magnifique demeure va être le théâtre d'événements macabres, lui laissant pour la postérité le nom de manoir de l'enfer. En tant que propriétaire terrien de cette époque, le couple Lalaurie possède un certain nombre d'esclaves pour entretenir la propriété, mais aussi pour leur service personnel. Mais au-delà de l'apparence luxueuse et raffinée de Delphine, les invités tiquent parfois sur quelques détails. Les esclaves qui les servent sont sales, maigres, ils semblent faibles, et beaucoup portent des marques de lien au poignet. Certains invités auraient même surpris Delphine faire preuve d'une autorité cruelle et de méchanceté inutile envers eux. De plus, on remarque la disparition inexpliquée de certains esclaves. Au début des années 1830, la rumeur court dans le quartier français que le couple Lalaurie, et en particulier Delphine, fait preuve de violence excessive envers leurs esclaves. Même s'il était normal pour les propriétaires de discipliner ou punir des esclaves désobéissants, des lois et un code de conduite avaient été mis en place pour garantir aux esclaves un minimum d'humanité et décourager les abus de violence. On rapporte qu'à plusieurs reprises, sûrement alertés par des voisins, des représentants de tribunaux se sont rendus au manoir Lalaurie pour leur faire un rappel à la loi, car malgré leur visite des lieux, aucun élément ne leur permettait d'intervenir plus. Un jour, un voisin, après avoir entendu un cri perçant venant de la propriété Lalaurie, voit une jeune esclave poursuivie par Delphine armée d'un fouet. Elle la poursuit jusqu'au toit, et la jeune esclave n'aurait eu d'autre choix que de se suicider en se jetant du toit. La jeune fille aurait essuyé la colère de sa maîtresse pour lui avoir fait mal en lui démêlant les cheveux, et aurait préféré se suicider plutôt que de subir la colère de sa maîtresse. Suite à ce drame, une enquête est ouverte, et 9 esclaves lui sont confisqués. Delphine, quant à elle, écope d'une simple amende de $300. Autant dire qu'à cette époque, les crimes contre les Noirs n'étaient vraiment pas pris au sérieux. Mais finalement, elle fait jouer de ses relations familiales pour les faire revenir tous dans sa propriété. On racontait également qu'elle était cruelle avec ses propres filles et les battait, en particulier quand celle-ci montrait un peu de gentillesse envers un esclave. Après cette histoire, la réputation de Delphine en prend un coup. La haute société de la Nouvelle-Orléans la rejette peu à peu. On vient de moins en moins à ces dîners, et dans les rues de la ville, les gens changent de trottoir quand ils la voient. C'est un petit prix à payer au regard des horreurs qu'elle commet à l'abri des regards. En 1834, un incendie se déclare dans le manoir.
Lorsque les secours arrivent, ils découvrent une vieille femme, noire, enchaînée au poil. Celle-ci leur explique alors que c'est elle qui a déclenché le feu. Elle voulait se suicider car elle avait passé la journée entière enchaînée ainsi par Delphine, punie pour une broutille. Elle aurait tenté de se suicider car elle avait peur que sa maîtresse l'emmène au grenier du manoir, qui selon les dires des esclaves de la propriété était un voyage sans retour. C'est ainsi qu'on va découvrir l'ampleur de toutes les horreurs qui ont lieu au manoir Lalaurie et la face sombre de Delphine. Pendant ce temps, l'incendie prenant de l'ampleur, Delphine, aidée de quelques voisins, tente de sauver ses biens les plus précieux, tels que ses bijoux, ses tableaux ou ses meubles. Mais les voisins s'interrogent. Pour quelles raisons les esclaves ne viennent-ils pas leur apporter de l'aide ? Les voisins demandent à Delphine les clés des chambres d'esclaves pour être sûr qu'il n'y ait plus personne dans la maison. Mais celle-ci les insulte et les maudit, leur criant plutôt de sauver ses biens, qui ont plus de valeur selon elle. Les pompiers décident d'enfoncer une à une les portes de la maison en finissant par le grenier. Dans la pénombre, on y découvre des personnes enchaînées, monstrueusement blessées et torturées, maintenues ainsi depuis des mois. Suspendus par le cou, les esclaves portaient des colliers de fer à pointe pour les empêcher de bouger la tête. Sauvés miraculeusement, la plupart de ces esclaves décéderont de leurs blessures. Un journal écrira « En entrant dans les quartiers, ils ont trouvé 7 esclaves, plus ou moins horriblement mutilés. Suspendus par leurs cou, avec leurs membres apparemment étirés ou déchirés d'une extrémité à l'autre. Le sol était collant du vieux sang et lisse de flaques de sang frais. Ils étaient confinés là depuis plusieurs mois, et leurs existences étaient prolongées uniquement pour leur faire goûter les souffrances qu'une cruauté des plus raffinées pouvait leur infliger. Cependant, les horreurs décrites dans tous les journaux de l'époque étaient bien en dessous de l'horreur découverte dans le grenier. Des femmes avaient l'estomac ouvert et leurs viscères enroulés autour de la taille. Des membres manquaient. On avait essayé de scalper les esclaves à plusieurs endroits du corps. Des formes étranges étaient gravées sur les corps. Une autre esclave avait eu la bouche remplie d'excréments d'animaux avant d'avoir la bouche cousue. Des hommes avaient eu les ongles arrachés. Certains avaient subi un changement de sexe via une opération maison. 3 hommes sont retrouvés cousus ensemble par la langue. D'autres ont les parties génitales tranchées et d'autres encore ont subi des ablations des yeux et leurs orbites servaient de chandelier pour éclairer le grenier. Un homme avait un morceau de bois enfoncé dans le crâne, toujours vivant. Delphine lui aurait fait subir ce traitement pour lui remuer l'intelligence, car elle trouvait l'homme un peu lent. Des bras et des jambes avaient été cousus à un homme pour le faire ressembler à un crabe. Certains esclaves étaient accrochés aux poutres du grenier, d'autres retrouvés dans des cages faites pour des chiens, les empêchant de bouger ou de se lever. Certains esclaves étaient recouverts de miel pour attirer mouches, cafards, fourmis et insectes en tout genre. Les premiers pompiers et médecins qui interviennent pour sauver les malheureux, qui implorent de l'aide ou qu'on abrège leurs souffrances, eurent un mouvement de recul devant l'odeur de sang, de putréfaction et d'excréments. Certains se sont même évanouis. Le mari de Delphine refuse de répondre aux enquêteurs et leur dit qu'il ferait mieux de s'occuper de leurs affaires. Delphine, quant à elle, est introuvable. Après que les révélations soient rendues publiques, elle est montée dans son carrosse, telle une grande dame, et s'est évanouie dans la nature. Jean-François Canonge, juge de son état et qui est intervenu pour aider à sauver les esclaves du grenier, déclare « Madame Lalaurie est la seule responsable de ce massacre, mais son mari avait sûrement joué les aveugles. » Delphine Lalaurie est accusée de la mort d'une centaine d'esclaves noirs et condamnée à mort. Elle a donc tout intérêt à disparaître pour de bon. Lorsque l'affaire fait la une des journaux, une foule en colère se rue sur la maison pour détruire ce qu'il en reste. Ils veulent également s'en prendre à la famille Lalaurie, les mettre à mort par vengeance, mais ils ont tous disparu. De plus, la propriété a été fouillée et on a exhumé un certain nombre de corps. Mais c'est sujet à interprétation puisque les esclaves qui mouraient étaient enterrés sur la propriété de leur maître et l'époque ne permettait pas de recherches approfondies sur les squelettes, d'autant plus pour des esclaves considérés comme des sous-hommes. Les informations sur Delphine après l'incendie sont floues et rares. Les plus folles spéculations furent alors émises sur ce qu'elle était devenue. Cependant, beaucoup de ces théories se croisent autour d'un autre personnage, Marie Laveau, célèbre prêtresse vaudou. Marie était connue pour ses pratiques de chaman africain. Dans la communauté noire de la Nouvelle-Orléans, elle était la Mambo vaudou. Tout porte à croire que les deux femmes étaient amies et que Marie aurait aidé Delphine à se cacher. Certains pensent même que Marie Laveau aurait participé aux horreurs du grenier du manoir de l'enfer. Cependant, Marie Laveau niera toujours avoir été proche de Delphine et de l'avoir aidée en quoi que ce soit. Une autre hypothèse voudrait que Delphine ne soit jamais vraiment partie, qu'elle ait demandé à Marie Laveau de lui apprendre des rudiments de magie noire pour se venger de quiconque lui aurait fait affront. Dans la région, on pensait qu'elle errait dans les bois, non loin de la ville, pour y pratiquer des sacrifices d'animaux, des rituels sataniques, des bûchers et des chants occultes.
Rebaptisée la femme du diable, le nom de Delphine Lalaurie inspire par la suite la peur et le dégoût. Une légende racontait même que la femme du diable viendrait pendant votre sommeil vous arracher à la vie. Les raisons qui ont mené Delphine à de telles atrocités, restant jusqu'à aujourd'hui inconnues, ont beaucoup participé à sa légende noire. Delphine n'a jamais été arrêtée, et personne ne l'a revue depuis sa fuite. On ne sait pas réellement ce qu'elle est devenue par la suite. Il en est de même pour son mari et ses filles, même si l'on pense qu'ils se sont enfuis avec elle. Mais selon les archives de Paris, elle serait morte à Paris le 7 décembre 1849. Selon le journal The George Washington Cable, elle serait morte en 1888 lors d'une partie de chasse au sanglier, toujours en France. Et une plaque est découverte en 1930 par un sacristain dans un cimetière de Saint-Louis aux États-Unis, attestant de sa mort en 1842. Malheureusement, il n'y a aucun corps pour réfuter ou valider l'une de ces hypothèses. Cependant, aujourd'hui des doutes subsistent. On considère Delphine comme la seule responsable des actes de torture et des massacres commis dans le manoir. Mais pour tout ce qu'il s'agit des greffes de membres effectuées sur les esclaves et des opérations étranges, on peut se demander si ce n'est pas son mari, médecin de son état, qui aurait profité des esclaves pour faire d'étranges expériences médicales. Aurait-il joué au docteur Mengele avec ses esclaves ? Pendant 2 ans, le terrain du manoir Lalaurie reste vide. On entreprend uniquement des travaux de restauration de la maison, qui désormais ne s'élève plus que sur 2 étages au lieu de 3. Mais déjà les voisins racontent voir souvent des lumières et des ombres étranges apparaître devant la demeure. La maison est rachetée une première fois par un inconnu qui n'y vivra que 3 mois. Il disait entendre une fois le soir venu des bruits étranges, des pleurs et des gémissements insoutenables. Après être passé par de nombreux acheteurs, c'est Jules Éparvigne, un entrepreneur anglais qui trouve l'endroit parfait pour exposer son cabinet de curiosité. On retrouvera son corps sans vie dans le grenier sur un petit lit en fer entouré de sacs remplis de liasses de billets et de pièces d'or. Et si la rumeur du trésor se répand dans la ville, ils sont peu à vouloir pénétrer dans le manoir de l'enfer. Le 4 juin 1893, la maison est transformée en attraction. Des prospectus défiaient le visiteur à oser rentrer dans la maison hantée, le but étant de prouver que sa réputation de maison de l'horreur n'était pas fondée. Cependant, au cours du XXe siècle, la maison passera par une quinzaine de propriétaires qui affirmeront tous d'événements étranges, la présence de fantômes d'esclaves, des pleurs et des portes qui grincent et se claquent toutes seules. Paraît-il même que si l'on essaye de faire des travaux dans la propriété, on fait remonter immanquablement des os humains. En 2007, c'est l'acteur Nicolas Cage qui achète la maison pour 3,45 millions de dollars. Ils y organisaient alors de grandes fêtes ou des dîners, mais prenaient soin de quitter les lieux avant le coucher du soleil, affirmant lui aussi la présence d'esprits. Des chasseurs de fantômes lui ont proposé son aide, mais il a toujours refusé par ces mots « S'il y a quelque chose à l'intérieur, je refuse qu'on l'exploite ». Suite aux difficultés financières de l'acteur, le manoir est racheté par la Regents Financial Corporation, qui la garde comme patrimoine de la Nouvelle-Orléans, refusant de la rendre accessible aux visiteurs. Mais la maison reste un endroit touristique par sa réputation macabre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi le parcours macabre et semé d'horreur de Delphine Lalaurie. Et si jamais le nom de Delphine ou de Marie Laveau vous dit quelque chose, c'est que vous êtes un fan de la série American Horror Story. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour un autre personnage oublié.